Il y a un soldat, je pense que c'était le chef, et qui nous a fait signe comme ça de nous lever. Il nous a rien dit, il a fait signe de nous lever. Il y a une forte détonation dans le village, et là c'est le signal d'exécution des hommes. Avant de commencer, j'aimerais déclarer que cet épisode est pour moi un tournant assez franc lors de mes enquêtes. Parler de ce cas a été plus difficile que prévu car plus j'avançais dans mes recherches, plus je ressentais le poids de l'histoire et de cet événement tragique qui a marqué notre nation. Je tiens également à vous sensibiliser que cet épisode pourrait bousculer un peu les plus sensibles et que cela n'a pas été dans un but volontaire, mais plutôt pour retranscrire des faits réels et historiques. Le cas que nous allons traiter aujourd'hui est celui du village d'Oradour-sur-Glane. Un village qui a connu l'horreur et l'extinction en 1944. Entre tragédies et rumeurs de rémanences actuelles, j'ai voulu chercher des réponses et plonger dans notre histoire afin de comprendre pourquoi les personnes qui foulent aujourd'hui encore cette terre parlent de sensations, de présence ou encore de traumatisme persistant. Voici mon enquête sur le village d'Oradour-sur-Glane. La plupart des personnes qui arrivent à Oradour-sur-Glane remarquent d'abord quelque chose de très simple. Elles parlent moins fort. Non pas parce qu'on leur a demandé, mais parce que le lieu semble l'exiger de lui-même. La voix se fait plus basse, les gestes plus lents, comme si une retenue s'installait naturellement, sans réflexion préalable. Oradour ne se découvre pas comme un site touristique classique. Il n'y a pas de mise en scène, pas de reconstitution, pas de narration imposée par des effets sonores ou visuels. On entre par une route ordinaire, on passe un portail, et très vite on se retrouve dans un espace qui ne ressemble à aucun autre. Les rues sont là, les maisons aussi, ouvertes, éventrées, figées dans un état qui n'a jamais été réparé. Rien n'a été déplacé pour rendre la visite confortable. Rien n'a été reconstruit pour donner l'illusion que le temps a repris son cours. Le 10 juin 1944 appartient à l'histoire. Les faits sont établis, documentés et enseignés. Ce jour-là, un village entier a été détruit et sa population massacrée. Des hommes, des femmes, des enfants. Des familles entières rayées en quelques heures. Cette réalité historique est incontestable. Et elle constitue le socle de tout ce qui se trouve ici. Oradour existe d'abord comme la trace visible de cet événement. Mais une fois cette histoire connue, une autre dimension apparaît. Elle ne figure dans aucun manuel, elle ne se lit sur aucune plaque. Elle se manifeste uniquement dans l'expérience de celles et ceux qui traversent le village aujourd'hui. Certaines et certains parlent d'un malaise diffus, difficile à situer. D'autres évoquent une émotion soudaine, une oppression, un besoin de s'arrêter ou alors au contraire de quitter un endroit précis. D'autres encore disent n'avoir rien ressenti de particulier, sinon un profond respect et un silence intérieur. Ces récits ne sont pas uniformes,
Ils ne racontent pas tous la même chose et ils ne conduisent pas aux mêmes conclusions. Mais ils existent. Et ils reviennent régulièrement depuis des décennies. Ils sont rapportés par des visiteurs de tous âges, de toutes origines, croyants ou non, préparés ou venus par hasard. Certains connaissent parfaitement l'histoire du lieu, d'autres beaucoup moins. Pourtant, leurs paroles se rejoignent parfois sur un point. La sensation que ce village ne se traverse pas comme un autre. Oradour est un lieu sans habitants, mais pas sans présence humaine. Les absents sont partout, dans les noms gravés, dans les objets restés sur place, dans les bâtiments qui portent encore les marques de l'incendie. Le choix politique de conserver le village en l'état a transformé Oradour en un espace unique, à la frontière entre le mémorial, la ruine et le témoignage direct. Ici, la mémoire n'est pas racontée, elle est exposée. Ce qui interroge, ce n'est pas seulement ce que l'on voit, mais ce que l'on ressent, sans pouvoir toujours l'expliquer. Pourquoi certains visiteurs évitent-ils instinctivement certains lieux ? Pourquoi d'autres s'y attardent-ils plus longtemps que prévu ? Pourquoi ce silence partagé presque collectif, même entre inconnus ? Ces questions ne cherchent pas nécessairement des réponses, elles accompagnent simplement l'expérience. Dans cet épisode, il ne sera pas question de définir Oradour, ni de dire ce qu'il est, ou de dire ce qu'il n'est pas. Il s'agira de revenir sur des faits historiques, de donner la parole à celles et ceux qui ont survécu, puis d'écouter les récits contemporains, tels qu'ils sont rapportés. Certains relèvent de l'émotion, d'autres de la mémoire, et d'autres encore de perceptions plus difficiles à formuler. Nous avancerons avec plusieurs regards, sans hiérarchie imposée. Le regard de l'histoire, fondé sur les archives et les témoignages. Le regard humain, façonné par l'expérience intime de la visite. Et d'autres lectures culturelles ou symboliques qui existent dans différentes traditions face aux lieux marqués par une violence extrême. Alors l'objectif n'est pas de trancher. Il est d'observer et de relier, de comprendre pourquoi, près de 80 ans après les faits, Oradour continue de provoquer des réactions si fortes chez celles et ceux qui y entrent. Parce que certains lieux ne livrent pas de réponses claires, mais posent des questions qui persistent. Et Oradour, aujourd'hui encore, en fait partie. Ils ont mis le feu sur nous. Et là, je calcule, je dis, Robert, je savais que j'allais mourir. Le matin du 10 juin 1944. Oradour-sur-Glane se réveille comme n'importe quel samedi de cette fin de printemps. Le village compte un peu plus de 300 habitants. C'est un bourg actif, traversé par une route fréquentée, dotée de commerces, d'ateliers, d'une école, d'un garage. On y vit simplement et paisiblement. La guerre est présente, bien sûr, mais elle est devenue une toile de fond permanente, comme partout ailleurs en France occupée. Oradour n'est pas un village de résistance armée. Il n'abrite ni maquis structurés, ni dépôts stratégiques connus. La population est composite. Artisans, agriculteurs, commerçants, familles installées depuis plusieurs générations. Certains hommes, prisonniers de guerre en Allemagne, d'autres travaillent encore localement. Les enfants vont à l'école, la vie continue. Malgré les restrictions, malgré la peur diffuse, malgré les nouvelles venues du front. Depuis le 6 juin, les rumeurs du débarquement allié circulent. Elles apportent de l'espoir, mais aussi de l'inquiétude. La division SS Das Reich, stationnée dans le sud-ouest de la France, est en mouvement.
Elle remonte vers la Normandie, laissant derrière elle une traînée de violence, de représailles et d'exécutions sommaires. Plusieurs villages ont déjà été frappés. Mais Oradour, ce jour-là, ne se sait pas concerné. En début d'après-midi, des véhicules allemands entrent dans le bourg. Il s'agit d'un détachement de la division Das Reich. Les soldats sont armés, organisés, méthodiques. L'ordre donné est clair. Rassemblement de la population pour un contrôle d'identité. Ce type d'opération n'est pas inédit dans la région. Les habitants obéissent donc. Certains laissent un repas sur le feu, d'autres quittent leur boutique sans fermer complètement. Personne ne s'enfuit, car personne n'imagine ce qui va suivre. La population est regroupée sur le champ de foire. Très vite, une séparation se voit imposer. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Ce moment est rapporté par plusieurs survivants comme un instant de bascule, même si, sur le moment, peu comprennent encore la nature du danger. Les familles se regardent, les enfants pleurent, les soldats pressent, crient et ordonnent. Les hommes sont conduits vers plusieurs bâtiments répartis dans le village, des granges, des hangars, des garages. Ils sont enfermés à l'intérieur, positionnés le long des murs. Les femmes et les enfants, environ 450 personnes, sont dirigés vers l'église. Les portes, à ce moment-là, se referment derrière eux. À partir de ce moment, les événements s'enchaînent rapidement. Dans les granges, les soldats mettent en place leurs dispositifs. Les témoignages concordent sur un point essentiel. Les tirs ne visent pas immédiatement à tuer. Les balles sont tirées à hauteur de jambe. Les hommes s'effondrent. Certains sont blessés, d'autres tentent de se relever. Puis, les soldats répandent des combustibles et mettent le feu au bâtiment. La fumée envahit l'espace clos. Ceux qui ne sont pas morts des balles meurent brûlés ou asphyxiés. Dans l'église, la situation est différente, mais tout aussi tragique. Un engin incendiaire est placé à l'intérieur. Lorsqu'il est déclenché, une fumée épaisse et toxique se répand très rapidement. Les femmes et les enfants paniquent. Ils cherchent de l'air, tentent de briser les vitraux, se pressent vers les portes. Ceux qui parviennent à s'approcher des ouvertures sont abattus par les soldats postés à l'extérieur. Une seule personne survivra à l'église. Marguerite Roufanche. Touchée par plusieurs balles, elle parvient à se hisser jusqu'à une fenêtre derrière l'autel et à se jeter dans le vide. Elle se cache ensuite dans un jardin, parmi les corps et les débris, où elle restera immobile jusqu'à la nuit, blessée, consciente et entourée de morts. Son témoignage, livré après la guerre, sera l'un des plus précis et des plus bouleversants. Au total, ce sont 642 personnes qui sont tuées à Oradour-sur-Glane ce 10 juin 1944. Parmi elles, 247 enfants. Des familles entières disparaissent. Des lignées sont rayées en quelques heures.
Le village est ensuite pillé, méthodiquement incendié, maison par maison. Les soldats quittent les lieux, laissant derrière eux des ruines fumantes et des corps calcinés. Le silence qui suit est absolu. Cette boîte a explosé, on ne s'est plus vu, ça nous a étouffés, les gens c'est tout noir. Nous nous sommes réfugiés dans la sacristie avec mes filles. Ma fille aînée avait perdu son petit bébé. Elle l'a retrouvé, mais je ne sais pas s'il était mort ou vivant. Ils sont très peu nombreux. Certains étaient absents du village ce jour-là. D'autres ont réussi à se cacher sous des corps ou à fuir à travers les flammes. Parmi eux se trouve Robert Ebras. Alors âgé de 19 ans, il a été enfermé dans une grange, blessé, laissé pour mort. Il parvient à s'extraire du bâtiment en feu et à se dissimuler jusqu'à la tombée de la nuit. Robert Ebras passera le reste de sa vie à témoigner. Non pas pour entretenir une mémoire abstraite, mais plutôt pour raconter, avec une précision constante, ce qu'il a vu, ce qu'il a senti, ce qu'il a compris au fil des années. Ces récits sont dépourvus d'emphase. Ils ne cherchent pas à provoquer, ils décrivent, ils posent les faits. Ils reviennent sur les mêmes détails encore et encore, comme pour empêcher toute déformation. Ces témoignages seront enregistrés, filmés, archivés, et on les retrouve dans les archives de l'INA, dans des documentaires, dans des entretiens menés par le Centre de la mémoire d'Oradour. Ils constituent aujourd'hui une base documentaire majeure utilisée par les historiens, les enseignants et les chercheurs. Après le massacre, la nouvelle se répand rapidement. Les villages alentours découvrent l'ampleur de la destruction. Les corps sont identifiés quand cela est possible. Beaucoup ne le seront jamais complètement. Les funérailles collectives ont lieu dans un climat de stupeur. La France, occupée, découvre l'un des crimes les plus massifs commis sur son territoire pendant la guerre. Lorsque la nuit tombe sur Oradour-sur-Glane, le village n'est plus qu'un amas de ruines encore chaudes. Les survivants qui osent sortir de leur cachette découvrent un paysage méconnaissable. Les maisons sont éventrées, les toits effondrés, les rues jonchées de corps et de débris. Dans cette vision d'horreur, beaucoup errent sans parler, incapables de reconnaître leur propre quartier. Certains cherchent un proche, un enfant, un parent, sans savoir qu'il ne reste parfois rien à identifier. Les jours qui suivent sont marqués par un état de sidération collective. Les autorités locales, dépassées par l'ampleur du massacre, tentent d'organiser les premières prises en charge. Les corps sont relevés quand cela est possible. Beaucoup sont méconnaissables. Des fosses communes sont creusées. Les funérailles ont lieu dans un silence presque irréel, partagé par toute la région. Très vite,
Oradour devient un nom que l'on prononce avec difficulté. Comme si le simple fait de le dire suffisait à rappeler l'horreur. La nouvelle du massacre se diffuse rapidement au-delà de la Haute-Vienne. Dans une France encore occupée, la violence d'Oradour frappe par son caractère absolu. Il ne s'agit pas d'une exécution ciblée, ni d'une répression contre un groupe précis. C'est un village entier qui a été anéanti ce jour-là. Cette singularité marque durablement les esprits et inscrit Oradour parmi les crimes majeurs commis sur le sol français pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les mois et les années qui suivent la libération, la question de la justice se pose. Identifier les responsables directs, comprendre la chaîne de commandement, établir les faits avec précision devient un enjeu central, à la fois judiciaire et symbolique. Mais cette quête se heurte rapidement à des difficultés majeures. Certains responsables sont morts au combat, d'autres ont disparu. Les archives sont incomplètes, les témoins sont peu nombreux et profondément traumatisés. Le procès le plus emblématique s'ouvre en 1953 à Bordeaux. Il vise des membres de la division Das Reich impliqués dans le massacre. Parmi les accusés figurent des soldats allemands, mais aussi des Alsaciens, incorporés de force dans l'armée allemande, les malgré nous. Cette situation rend le procès particulièrement complexe et douloureux, notamment pour les familles des victimes qui attendent une reconnaissance claire de la responsabilité du crime. Les débats sont tendus. Les témoignages rappellent, encore une fois, la mécanique du massacre. Les accusés se renvoient la responsabilité. Certains affirment avoir obéi aux ordres. D'autres disent ne pas avoir participé directement aux tueries. Le verdict, qui condamne plusieurs accusés tout en accordant des amnisties à d'autres, provoque une vive polémique. À Oradour, beaucoup ressentent ce procès comme une justice incomplète, incapable de réparer quoi que ce soit. Cette impression d'inachevé marquera durablement la mémoire du village. Le sentiment que le crime n'a jamais été pleinement jugé s'ajoute à la douleur initiale. Oradour devient non seulement le symbole d'un massacre, mais aussi celui d'une justice imparfaite, confrontée aux limites du droit face à une violence de masse. Parallèlement à ces procédures judiciaires, une autre décision, tout aussi lourde de sens, est prise. Celle de ne pas reconstruire le village sur ses fondations. Très tôt, l'idée s'impose que les ruines doivent être conservées. Non comme un spectacle, mais comme un témoignage brut. Cette décision est entérinée au plus haut niveau de l'État, notamment sous l'impulsion de Charles de Gaulle. Le choix est clair. Oradour restera tel qu'il a été laissé après le massacre. Un nouveau bourg sera construit à proximité pour permettre aux survivants et à leurs descendants de continuer à vivre. Mais l'ancien village ne sera ni effacé, ni réparé. Il deviendra un lieu à part, figé dans l'état où la violence l'a laissé. Cette décision n'est pas évidente pour tous. Certains y voient une nécessité absolue, un devoir de mémoire. D'autres ressentent la conservation des ruines comme une douleur permanente, une impossibilité de tourner la page. Mais avec le temps, Oradour s'impose comme un espace unique en France. Un lieu où l'histoire ne se lit pas dans les livres, mais se traverse.
physiquement. Les rues sont laissées ouvertes. Les maisons restent béantes. Les objets du quotidien, une poussette, une machine à coudre, des ustensiles de cuisine, demeurent visibles, pris dans une immobilité définitive. Rien n'est reconstitué, rien n'est scénarisé. Le village devient un témoin silencieux, offert au regard, sans commentaire imposé. Au fil des décennies, Oradour accueille des visiteurs du monde entier. Des scolaires, des historiens, des familles, des responsables politiques. Chacun y vient avec son propre rapport à l'histoire. Certains cherchent à comprendre, d'autres viennent se recueillir. D'autres encore tentent simplement de mesurer l'ampleur de ce qui s'est produit ici. Pour les survivants, cette fréquentation n'est jamais anodine. Robert Ebras, jusqu'à la fin de sa vie, continuera de guider, de témoigner, de rappeler les faits. Non pour figer la douleur, mais pour l'empêcher à l'oubli. Ces paroles, comme celles de Marguerite Roufanche, deviennent une passerelle entre le passé et le présent. Une manière de dire que ce village n'est pas seulement un lieu de mort, mais aussi un lieu de parole transmise. Avec le temps, Oradour se transforme en un sanctuaire laïque. Pas au sens religieux du terme, mais comme un espace où certaines attitudes s'imposent d'elles-mêmes. On ne court pas dans les rues, on parle à voix basse, on évite certains gestes. Non pas parce qu'ils sont interdits, mais parce qu'ils semblent déplacés. Le lieu façonne le comportement de ceux qui le traversent. Cette transformation progressive n'efface rien de l'événement initial. Elle l'inscrit dans une durée longue où le massacre de 1944 continue d'agir, non plus par la violence, mais par la présence obstinée de ses traces. Oradour devient alors un point de fixation de la mémoire collective, un endroit où l'histoire refuse de se fermer complètement. Et c'est à partir de cette conversation volontaire, de ce choix de ne pas réparer, que naît une autre dimension du lieu. Une dimension qui ne relève plus uniquement des faits historiques ou judiciaires, mais de l'expérience vécue par celles et ceux qui y passent. Une expérience qui, pour certains, dépasse le simple cadre de la mémoire. C'est cette expérience contemporaine, faite de récits humains, de perceptions, de silences et parfois de questions sans réponse, que nous allons maintenant explorer. Avant d'aller plus loin, une précision s'impose. Cet épisode ne cherche pas à produire un récit spectaculaire. Il ne vise pas non plus à provoquer une émotion forcée, ni à transformer un drame historique en objet de fascination. Le lieu dont il est question impose de lui-même une forme de retenue, et cette retenue guide l'ensemble de ce travail. Les faits historiques relatifs au massacre du 10 juin 1944 sont établis, documentés et reposent sur des archives, des procès et des témoignages de survivants. Ils constituent le socle de cet épisode. Rien ici ne vient les remettre en question, les minimiser ou les détourner. Autour de cette histoire existent pourtant d'autres récits. Des paroles humaines, contemporaines, parfois hésitantes, parfois fragmentaires. Des impressions, des sensations, des comportements rapportés par celles et ceux qui traversent Oradour aujourd'hui. Ces récits ne sont ni uniformes, ni systématiques, ni toujours explicables d'ailleurs. Ils n'ont pas vocation à prouver quoi que ce soit. Ils existent, simplement, et c'est à ce titre qu'ils seront abordés ici. Le paranormal, lorsqu'il est évoqué, l'est comme un champ d'observation, jamais comme une affirmation.
Il ne s'agit pas de dire ce qui est réel ou irréel, mais de rendre compte de ce que des personnes disent avoir ressenti, perçu ou vécu, en laissant ces récits dans leur complexité, sans les orienter vers une interprétation unique. Ce podcast adopte une posture d'écoute. Il croise des regards historiques, humains, culturels et symboliques, sans hiérarchie imposée. Chacun est libre d'y trouver une lecture qui lui correspond ou d'en ne retenir que le poids de l'histoire. Raconter Oradour m'a demandé beaucoup de prudence. Écouter ce qu'il continue de susciter demande du respect. Ce sont donc deux exigences qui ont guidé chaque choix de narration dans cet épisode. Le lendemain, au petit jour, je pensais m'en aller, mais je n'ai pas pu me redresser. J'avais eu les 5 balles de la mitraillette. J'ai eu la cuisse traversée, l'omoplate fendue en deux, les 2 jambes mitraillées, donc je suis restée là en attendant du secours. Les récits commencent rarement de manière assurée. La plupart du temps, ils sont précédés d'un silence, parfois d'une hésitation, comme si la personne cherchait d'abord à savoir si ce qu'elle s'apprête à dire a vraiment sa place. Beaucoup précisent qu'elles ne sont pas venues pour ressentir quelque chose, ni pour chercher une expérience particulière. Elles sont venues visiter et comprendre, accompagner une classe, marcher dans un lieu dont elles connaissaient l'histoire. Et pourtant, quelque chose s'est imposé sans prévenir. Ces témoignages ne sont pas recueillis dans un cadre paranormal. Ils apparaissent dans des articles de presse, des entretiens filmés, des récits de visiteurs, des paroles rapportées par des guides ou des bénévoles du Centre de la mémoire d'Oradour. Ils ne sont ni mis en avant ni encouragés. Ils existent en marge du discours officiel, souvent à la fin d'une visite, une fois les explications terminées. Beaucoup de visiteurs parlent d'un changement de comportement presque immédiat. Ils expliquent avoir ralenti leur marche, sans s'en rendre compte. Parler plus bas, éviter certains gestes. Certains disent avoir ressenti une oppression diffuse, non localisée, comme un poids sur la poitrine ou une fatigue soudaine. D'autres encore évoquent une émotion brutale, parfois des larmes, sans tristesse précise, sans souvenir personnel auquel se rattacher. Il ne s'agit pas d'une peur, mais d'une réaction corporelle inattendue. Les lieux mentionnés reviennent souvent. L'église, bien sûr, mais aussi certaines maisons. La boucherie, les granges, la zone du tramway. Plusieurs visiteurs racontent s'être arrêtés net en entrant dans un bâtiment précis, avec l'impression qu'il fallait repartir immédiatement. A l'inverse, certains disent être restés immobiles plus longtemps que prévu dans un autre endroit, incapables de reprendre leur marche sans comprendre pourquoi. Il faut bien sûr garder une réserve car ces ressentis ne sont pas systématiques. Beaucoup de personnes disent n'avoir rien éprouvé de particulier, sinon le poids de l'histoire et le respect du lieu. Ces témoignages sont essentiels car ils rappellent que l'expérience d'Oradour n'est ni uniforme ni obligatoire. Le fait que certains ressentent quelque chose et d'autres non participe à la complexité du lieu, sans permettre de conclusion simple. Du côté des guides et des médiateurs culturels, la parole est encore plus mesurée. Ils connaissent parfaitement l'histoire, la racontent parfois plusieurs fois par jour, et sont habitués à observer les réactions des visiteurs. Certains reconnaissent, dans des entretiens journalistiques ou des documentaires,
que le comportement des groupes change dès l'entrée dans le village. Les élèves parlent moins, les adultes posent moins de questions. Les silences deviennent plus longs. Quelques guides évoquent aussi des situations plus difficiles à expliquer. Des visiteurs qui font un malaise sans raison médicale apparente. Des personnes qui demandent à sortir précipitamment d'un bâtiment. D'autres même qui refusent d'entrer dans l'église sans pouvoir dire pourquoi. Ces faits sont rapportés comme des observations, jamais comme des interprétations. Ils font partie du quotidien du site, sans être intégrés au discours officiel. Certains témoignages concernent des phénomènes plus précis, souvent racontés avec beaucoup de prudence. Des visiteurs parlent de bruits discrets, isolés. Un pas, un frottement, parfois même un claquement sec, sans source identifiable. D'autres personnes encore évoquent une impression de voix lointaine, sans mots distincts, sans localisation claire. Ces récits sont rares, mais récurrents sur plusieurs décennies, selon les sources journalistiques et les témoignages croisés. Il existe également des récits liés à la photographie et à l'enregistrement. Plusieurs visiteurs racontent que certaines photos prises dans le village leur sont revenues floues ou surexposées, alors que d'autres clichés pris au même moment étaient parfaitement nets. D'autres évoquent aussi des difficultés lors de prise de son, parlant d'enregistrements saturés, de coupures ou de parasites apparus sans raison, immédiatement identifiables. Ces témoignages ne permettent aucune conclusion technique générale, bien sûr, mais leur répétition intrigue ceux qui les recueillent. Dans la presse régionale, notamment dans le populaire du centre ou la montagne, on trouve des témoignages de visiteurs décrivant un sentiment de présence, difficile à expliquer. Le terme revient parfois, mais il n'est jamais défini. Pour certains, il s'agit d'une impression d'être observé. Pour d'autres, une sensation d'accompagnement silencieux. Ces mots sont employés avec précaution, souvent accompagnés de phrases comme « Je ne sais pas comment expliquer » ou encore « Je ne suis pas quelqu'un de croyant, mais… » Les bénévoles et les personnes chargées de la surveillance du site évoquent parfois, hors caméra, des comportements particuliers. Certains disent éviter de rester seuls trop longtemps dans certaines zones, surtout en fin de journée. D'autres mentionnent des objets retrouvés déplacés de quelques centimètres, sans qu'aucune explication claire ne puisse être donnée. Ces récits sont rarement consignés officiellement, tu t'en doutes. Ils circulent oralement, toujours de manière informelle. Il est important de noter une chose sur ces témoignages. Ils ne s'accompagnent jamais de mise en scène, ni de recherche active de phénomènes. Oradour n'est pas un lieu d'enquête paranormale institutionnelle. Toute tentative de provocation ou de test y est fortement découragée. Les récits émergent malgré cette retenue, ce qui contribue à leur force humaine. Ce qui ressort de l'ensemble de ces témoignages, ce n'est pas une histoire unique, mais plutôt une accumulation de vécus singuliers. Aucun récit ne suffit à lui seul. Aucun ne prouve quoi que ce soit.
mais leur persistance sur des décennies interroge. Pourquoi ce lieu, plus que d'autres sites historiques, tout aussi tragiques, provoque-t-il autant de récits liés au ressenti, au corps ou à l'émotion immédiate? Certains visiteurs expliquent que leur expérience n'a pris de sens qu'après coup. Ils racontent être repartis sans comprendre ce qu'ils avaient ressenti, puis y avoir repensé des jours, parfois des semaines plus tard. D'autres disent avoir évité d'en parler, de peur d'être mal compris. Ces silences font partie intégrante du phénomène humain autour d'Oradour. Il existe aussi des témoignages de personnes revenues plusieurs fois sur le site. Certaines expliquent que leur ressenti a changé avec le temps. D'autres disent avoir éprouvé quelque chose lors de la première visite, puis plus rien ensuite. Cette variabilité renforce l'idée que l'expérience d'Oradour ne se laisse pas enfermer dans une grille ou un schéma unique. Ce que ces récits ont en commun, c'est leur retenue. Il n'y a pas de dramatisation excessive et pas de volonté de convaincre. La plupart des témoins insistent sur le fait qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont vécu, mais seulement qu'ils l'ont vécu. Cette posture profondément humaine rejoint celle des survivants eux-mêmes, qui ont souvent refusé toute interprétation spectaculaire de ce qui s'est passé. Ainsi, Oradour ne se contente pas d'être un lieu de mémoire historique. Il devient aussi un espace d'expérience contemporaine où chaque visiteur apporte son propre regard, son propre silence, parfois ses propres questions. Ces témoignages ne demandent pas à être expliqués. Ils demandent simplement à être entendus dans toute leur diversité. C'est à partir de cette accumulation de récits humains, parfois contradictoires, parfois complémentaires, que se pose naturellement la question du sens. Non pour y répondre définitivement, mais pour tenter de comprendre pourquoi un lieu peut continuer, longtemps après les faits, à susciter autant de réactions intimes. Le 10 juin 1944, vous étiez dans cette grange? Oui, monsieur. J'étais dans cette grange. Comment vous en êtes-vous échappé? C'est la destinée qui m'a fait échapper, c'est tout. Lorsqu'on tente de comprendre ce que provoque Oradour aujourd'hui, une difficulté apparaît immédiatement. Les récits sont trop nombreux, trop variés, trop nuancés pour être ramenés à une seule cause. Les faits historiques sont établis, mais les expériences contemporaines ne s'alignent pas sur une explication unique. C'est précisément pour cette raison qu'il est nécessaire de multiplier les regards. Non pour résoudre une énigme, mais pour éclairer les mécanismes possibles à l'œuvre. Du point de vue historique et mémoriel, Oradour s'inscrit dans ce que certains chercheurs ont appelé un lieu de mémoire. L'expression, popularisée par l'historien Pierre Nora, désigne des espaces où l'histoire collective s'incarne de manière tangible, au point de dépasser le simple cadre du souvenir. À Oradour, cette incarnation est directe. Les ruines ne symbolisent pas le passé, elles en sont la trace matérielle. Rien n'est reconstruit, rien n'est interprété visuellement. Le visiteur est confronté à une continuité brute entre l'événement et ce qu'il en reste. Cette confrontation directe peut provoquer des réactions intenses. La psychologie environnementale montre depuis longtemps que certains espaces influencent profondément les comportements et les états émotionnels. Les lieux associés à des traumatismes collectifs. Camps,
villages détruits ou encore zones de massacre, sont souvent décrits comme générateurs de réactions corporelles involontaires. Ralentissement des gestes, modification de la respiration, fatigue soudaine, besoin de silence. Ces réactions ne supposent aucune croyance particulière. Elles peuvent apparaître chez des personnes qui se revendiquent rationnelles, détachées, voire sceptiques. Dans ce cadre, l'expérience d'Oradour peut être comprise comme une interaction entre la connaissance du drame et la matérialité du lieu. Le cerveau anticipe. Le corps, lui, réagit, parfois même avant que l'émotion ne soit formulée consciemment. Le simple fait de marcher dans des rues où l'on sait que des enfants ont été tués suffit à produire une réponse émotionnelle très forte. Cette lecture permet d'expliquer une partie des témoignages, notamment ceux liés à l'oppression, aux larmes inexpliquées ou au besoin de quitter un endroit précis. Et cette approche montre aussi ses limites. Certains témoignages proviennent de visiteurs qui disent ne pas connaître précisément l'histoire d'Oradour avant leur venue. D'autres affirment avoir ressenti quelque chose de très localisé, dans un bâtiment précis, sans pouvoir le relier à un événement particulier. Enfin, certaines personnes disent être revenues plusieurs fois sur le site avec des ressentis différents à chaque visite. Ces éléments suggèrent que la connaissance historique, bien qu'importante, ne suffit pas toujours à rendre compte de l'ensemble des expériences rapportées. C'est à ce point que d'autres lectures apparaissent, notamment dans le champ symbolique et culturel. Dans de nombreuses traditions à travers le monde, les lieux marqués par une violence extrême sont considérés comme nécessitant un traitement particulier. Au Japon, par exemple, certains sites liés à des morts de masse font l'objet de rituels de purification ou de pacification, destinés à reconnaître la souffrance passée et à réinscrire le lieu dans un équilibre symbolique. En Afrique, des espaces ayant été le théâtre de massacres sont parfois sacralisés. Non pour être investis quotidiennement, mais plutôt pour être reconnus comme porteurs d'une mémoire collective qui dépasse les individus. Dans ces cultures, l'idée revient souvent que la violence extrême laisse une trace qui n'est pas uniquement psychologique ou historique, mais aussi énergétique, symbolique. Cette trace n'est pas nécessairement pensée comme une présence consciente. Elle peut être comprise comme une empreinte, une charge, quelque chose qui demeure tant qu'un travail collectif de reconnaissance ou de clôture n'a pas été accompli. Or, dans le cas d'Oradour, le choix a été fait de ne pas refermer symboliquement le lieu. Les ruines sont restées ouvertes, traversables, offertes au regard, sans rituel de conclusion au sens traditionnel. Et cette absence de clôture pose question. Elle est profondément respectable, car elle empêche l'oubli et toute forme de banalisation. Mais elle place aussi Oradour dans un état particulier. Ni lieu vivant, ni espace abandonné, ni sanctuaire religieux. Un entre-deux qui peut favoriser des interprétations multiples. Certains y voient la force même du lieu. D'autres s'interrogent sur ce que signifie laisser un espace aussi chargé sans cadre symbolique explicite. Dans une perspective plus psychologique et symbolique, certains travaux inspirés de la pensée de Carl Jung évoquent la notion d'ombre collective. Selon cette approche, certaines violences historiques deviennent des points de fixation de ce que les sociétés préfèrent ne pas regarder en face. Elles concentrent les images, les peurs, les culpabilités diffuses qui continuent d'agir bien après les faits.
Le lieu devient alors un miroir. Non pas de ceux qui s'y trouvent, mais de ce que chacun y projette inconsciemment. Et dans ce cadre, Oradour fonctionnerait comme un révélateur. Il confronte le visiteur à une violence extrême, non médiatisée par la fiction ou la distance temporelle. Non. Les ruines sont là, sans filtre. Dans ce cadre, Oradour fonctionnerait comme un révélateur. Il confronte le visiteur à une violence extrême, non médiatisée par la fiction ou la distance temporelle. En effet, les ruines sont là, sans filtre. Pour certains, cette confrontation peut provoquer une sensation de présence. Non pas parce que quelque chose est là, mais parce que quelque chose en eux se réactive. Cette lecture n'invalide pas les témoignages. Elle propose simplement une autre manière de les comprendre. Il existe enfin des approches plus anthropologiques, qui s'intéressent à la manière dont les sociétés traitent les morts collectives. Dans de nombreuses cultures, les morts de masse nécessitent des rites spécifiques pour éviter que le lieu reste associé uniquement à la rupture et à la violence. Là où ces rites n'existent pas ou n'ont pas lieu, le site peut rester durablement chargé d'un statut ambigu, ni apaisé, ni abandonné. Oradour, par son histoire et par les choix mémoriels qui ont été faits, correspond en partie à cette description. Aucune de ces grilles de lecture ne se suffit à elle seule. Elles se superposent, parfois se contredisent et parfois se complètent. Certaines personnes se reconnaîtront dans une explication psychologique, d'autres dans une approche mémorielle, d'autres encore dans une lecture plus symbolique ou culturelle. Ce qui importe ici, ce n'est pas de choisir, mais de constater que la pluralité des interprétations reflète la pluralité des expériences. Oradour ne produit pas une réaction unique. Il agit différemment selon les individus, les moments, les contextes. Ce caractère insaisissable est peut-être ce qui alimente encore aujourd'hui les récits, les silences et les questions. Le lieu ne se laisse pas enfermer dans une définition stable. Il reste ouvert, au sens le plus profond du terme. Comprendre Oradour dans cette perspective ne signifie pas résoudre ce qu'il est. Cela signifie accepter que certains lieux portent plus que leurs histoires officielles, et que cette charge se manifeste de manière variable, parfois déroutante, et parfois profondément humaine. C'est dans cet espace de tension, entre savoir, mémoire et expérience, que se construisent les récits les plus discrets, ceux qui ne cherchent pas à convaincre, mais qui persistent malgré le temps. Et c'est à partir de cette persistance que s'ouvrent d'autres paroles. Souvent murmurées, rarement écrites. Des récits qui ne prétendent rien démontrer, mais qui continuent d'exister à la périphérie du discours officiel. Comme si certaines choses étaient toujours là. Il y a des lieux qu'on visite et d'autres que l'on quitte sans vraiment les avoir laissés derrière soi. Et Oradour-sur-Glane appartient à cette seconde catégorie. On en sort physiquement, on reprend la route, on rejoint le monde ordinaire. Mais quelque chose continue d'agir. Pas nécessairement sous la forme d'un souvenir précis, ni même d'une émotion claire. Plutôt comme une trace diffuse, difficile à nommer,
qui s'installe dans le silence intérieur. Ce qui frappe avec le recul, ce n'est pas tant la diversité des récits que leur tonalité commune. Qu'ils viennent des survivants, des visiteurs, des guides, des bénévoles ou simples passants, ils partagent presque tous une forme de retenue. Peu de mots, peu d'affirmations, beaucoup de précautions. Comme si Oradour imposait encore aujourd'hui une manière particulière de parler de lui. Ou peut-être de ne pas trop en parler. L'histoire du massacre du 10 juin 1944 est connue. Elle est documentée, enseignée, archivée. Elle ne laisse aucun doute sur la violence qui s'est abattue ici. Des hommes ont été abattus, des femmes et des enfants enfermés et brûlés vifs. Un village entier anéanti en quelques heures. Cette réalité suffit à elle seule à justifier le silence, le respect, la gravité. Et pourtant, malgré cette évidence historique, Oradour continue de susciter autre chose. Non pas en contradiction avec l'histoire, mais à côté d'elle. Comme une amie. Une série de réactions humaines qui ne s'expliquent pas toujours par la seule connaissance des faits. Des comportements instinctifs, des émotions imprévues, des silences partagés entre inconnus, des récits hésitants, parfois murmurés, parfois tus pendant des années. Ce constat pose une question simple, mais inconfortable. Que fait un lieu une fois que l'événement est passé, mais que rien n'a été refermé? Le choix de conserver Oradour en l'état a permis de préserver une mémoire brute, sans filtre et sans reconstitution. C'est un choix fort, courageux, profondément respectueux. Il empêche l'oubli, il empêche la banalisation. Mais il place aussi le lieu dans une position singulière. Oradour-sur-Glane n'est ni un village vivant, ni une ruine abandonnée, ni un sanctuaire religieux. Il est autre chose. Un espace suspendu, traversé par le temps sans jamais être absorbé par lui-même. Dans cet entre-deux, chacun arrive avec ce qu'il est. Son histoire personnelle, sa sensibilité, son rapport à la mort, à la violence, à la mémoire. Et certains n'y ressentent rien de particulier, sinon une profonde tristesse. D'autres sont saisis par une émotion soudaine, et d'autres encore repartent avec une sensation plus floue, plus difficile à formuler, mais persistante. Aucune de ces expériences n'annule les autres. Elles coexistent. Et c'est peut-être pour cette raison que les récits continuent encore aujourd'hui d'émerger. Malgré l'absence de toute incitation, ils ne cherchent pas à expliquer, ils ne cherchent pas à convaincre. Ils surgissent parce que certaines expériences humaines demandent à être dites, même maladroitement, même à voix basse. Je conclurai sur un point que j'ai déjà abordé précédemment. C'est qu'en quittant Oradour, beaucoup de visiteurs emportent avec eux plus de questions que de réponses. Sur la mémoire, sur la transmission, sur la manière dont une société se souvient, sur ce que deviennent les lieux lorsque ceux qui y vivaient ont disparu brutalement. Ces questions ne demandent pas à être résolues. Elles demandent simplement à être portées. Et c'est peut-être cela, au fond, la fonction profonde d'Oradour-sur-Glane aujourd'hui. Non pas pour expliquer le passé, mais empêcher
qu'il soit digéré trop facilement. Pas pour imposer une lecture, mais pour rappeler que certaines blessures collectives ne se referment pas, et que vouloir les clore à tout prix serait déjà une forme d'oubli. Alors, Oradour-sur-Glane reste là, ouvert, traversable et silencieux. Et tant que ce silence continue de provoquer des regards baissés, des voix plus douces, des récits hésitants, alors le lieu remplit encore son rôle, celui de ne pas laisser l'histoire devenir abstraite, celui de rappeler, sans jamais le dire explicitement, que ce qui s'est passé ici concerne bien plus que le passé. Merci à tous pour votre écoute et pour le temps que vous avez consacré à cet épisode. Un petit peu plus long que d'habitude car c'est une édition un peu spéciale, il faut l'avouer. Mais je pense qu'Oradour-sur-Glane le méritait bien. Si ce récit vous a touché, interrogé ou simplement accompagné, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que représente pour vous l'histoire d'Oradour-sur-Glane aujourd'hui. Et bien sûr, comme toujours, j'aime bien vous poser une petite question et celle-ci est intéressante. Pensez-vous qu'un lieu puisse conserver quelque chose de ce qu'il a vécu? Et si oui, comment devons-nous en tant que visiteurs nous y tenir? Vous trouverez comme toujours toutes les sources en description. Archives, témoignages, documents historiques et références utilisées pour construire cet épisode dans un souci de rigueur, de respect et de neutralité. Ce podcast n'avait absolument pas pour but de donner des réponses, mais de laisser plus une place au silence, à la mémoire et aux récits humains qui continuent d'exister autour de ce lieu unique. Prenez le temps de laisser cet épisode résonner, car certains sujets n'appellent pas de conclusion immédiate. C'était Ellie, et c'est ici que se termine notre enquête. Gardez la tête froide et le cœur ouvert.